Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vivien Vidal, je suis le directeur du cabinet d'études 4V. Et nous avons été chargés par l'Agence française des chemins de Compostelle et ses partenaires de réaliser cette étude sur les publics des chemins. Je vais donc en 40 minutes vous résumer les principaux résultats de cette opération qui concerne donc des pratiquants et des pratiquantes des chemins de Compostelle en France. Nous allons passer en revue pour cela 7 thèmes, 7 thématiques que vous voyez en bas à droite de cet écran, depuis les phases de motivation, puis de préparation, puis de cheminement à lui-même, et nous finirons par la satisfaction ressentie par les pratiquants et les pratiquantes. Premier point, les raisons fondamentales, les motivations qui poussent à partir sur les chemins, et finalement ce qui a orienté le choix vers ces chemins plutôt que vers d'autres. Au niveau des motivations, et au-delà de la pratique de la marche qui apparaît en fil rouge dans le tracé des réponses, une spécificité forte apparaît avec l'objectif de déconnecter, de s'extraire du quotidien. Cette motivation est clairement la plus prégnante, sans grande disparité entre les régions de pratique, les sexes ou les nationalités des pratiquants. Il est à noter d'ailleurs que cette motivation est encore plus marquée, 10 points de plus, sur les populations en activité professionnelle et ou d'ailleurs sur les populations de moins de 35 ans. Sur les populations en retraite et ou plus âgées de 65 ans, cette motivation d'extraction du quotidien, de déconnexion est moins forte. Et la principale motivation qui ressort, c'est plutôt le partage et la rencontre avec d'autres personnes. Finalement, le fait d'être en activité professionnelle ou pas, et dans une moindre mesure l'âge, sont donc des critères discriminants assez forts sur la motivation profonde à s'engager sur les chemins de Compostelle, ce qui peut induire des adaptations des messages à envoyer à ces différents publics. Enfin, pourquoi les chemins de Compostelle? Comment je les ai connus? Qu'est-ce qui m'a poussé à les choisir? Finalement, on s'aperçoit que la notoriété intrinsèque des chemins est très puissante. On sent un ancrage historique très important qui a peu à peu instillé dans le monde des médias et de la connaissance de chaque personne. A noter que l'importance de la lecture et de la présence forte des chemins de Compostelle dans de très nombreux ouvrages au fil du temps se fait également clairement sentir. Au final, plus d'un pratiquant sur deux se dirige assez naturellement vers les chemins pour assouvir sa motivation initiale, simplement parce qu'il les connaît, qu'il en a entendu parler, qu'il en a vu ou lu quelque chose quelque part, et très souvent que quelqu'un lui en a parlé aussi. Cette notoriété naturelle est donc très puissante, elle semble inscrite dans l'inconscient de la société, d'ailleurs un petit peu plus chez les Français que chez les étrangers dans l'enquête, et cela constitue clairement un point fort pour les chemins. On remarque chez les pratiquants de moins de 35 ans un très fort taux de recommandation par des amis, par de la famille, c'est plus de 60% des cas, avec certainement un impact très fort des réseaux sociaux sur ce point-là, alors que les populations plus âgées sont plus orientées vers les chemins par des clubs ou des associations. A noter enfin que l'orientation du choix soit suite à une offre promotionnelle ou une publicité est quasiment inexistante. La phase de préparation. Comment s'organiser concrètement, vers qui se tourner pour préparer ce cheminement? Eh bien, plus d'une fois sur deux, l'autonomie est totale dans la préparation avant de partir. La profusion d'informations, de médias disponibles sur le sujet incite sans aucun doute à ce comportement. Ce comportement d'autonomie s'observe à des niveaux semblables d'ailleurs entre les Français et les étrangers, les hommes ou les femmes, ce qui dénote son caractère de fond et très caractéristique des pratiquants. À noter des disparités au niveau des âges toutefois, mais qui restent légères. Mais globalement, plus on est jeune, plus on est autonome dans sa préparation, et on fait plutôt appel directement à d'autres cheminants si on a besoin d'aide ou d'informations. Des différences apparaissent au niveau des voies empruntées, où l'importance et le détail de l'information disponible ne sont certainement pas les mêmes. Les cheminements sur la voie du Puy sont plus marqués par exemple par cette autonomie dans leur préparation que sur d'autres voies, comme par exemple sur la voie de Tours ou la Via Garona. Finalement, lorsqu'il y a recours à un tiers dans la phase de préparation, le premier cercle activé est celui des associations, des anciens pratiquants, bien avant le cercle d'opérateurs privés ou même d'offices de tourisme. Des spécificités apparaissent avec les étrangers, qui d'ailleurs font plus souvent appel au secteur des associations jacquaires que les Français. Au niveau des médias, des supports qui sont utilisés pour se renseigner avant de partir, eh bien, la profusion d'informations disponibles se fait sentir.
beaucoup de recherches, d'informations sur des médias très différents, dont multi-recherche, multi-support. On note la forte présence des médias papier, quasiment dans 3/4 des cas, qui est assez caractéristique et différenciante par rapport à un public touristique plus classique. L'ensemble de l'usage des médias électroniques, sites web, réseaux sociaux, blogs, est également très fortement représenté, ce qui rend clairement indispensable des actions fortes sur ces médias. Même si globalement on voit que les hommes et les étrangers sont plus utilisateurs des médias électroniques, il y a finalement peu de différences comportementales sur le sujet entre les principaux sociotypes de la population étudiée. Les seules différences vraiment marquantes apparaissent sur les populations de moins de 25 ans, où clairement l'impact des outils numériques dits sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, est vraiment surreprésenté. Et de la même manière, une césure nette apparaît entre les populations retraitées, qui sont plutôt surutilisatrices de médias papier, et les populations en activité, qui elles sont plutôt surutilisatrices de médias électroniques. Pour finir sur ce point, on peut noter que les contacts directs, dans les appels téléphoniques, les emails envoyés directement à des prestataires sur place, par exemple, sont finalement assez peu usités, ce qui d'ailleurs recoupe avec ce comportement très autonome dans la phase de préparation. Au niveau maintenant du profil des cheminants et des cheminantes. Au niveau d'abord, si on s'intéresse d'abord au sexe et à l'âge par exemple, le public des cheminants est majoritairement féminin, 54%, sans que cela soit donc une caractéristique majeure. Cette répartition des sexes dans les pratiquants est assez sensible au niveau des voies empruntées. Il y a des différences. La voie du Puy et la vallée du Célé par exemple sont clairement plus féminines que les autres, avec sur ces voies-là à peu près 60% de femmes dans le public. Des voies plus masculines apparaissent, plus spécifiquement le chemin du littoral par exemple ou le chemin de Cluny, avec là une part d'hommes de 60%. A noter que le public féminin est plus jeune, 54 ans en moyenne, que le public masculin qui tourne lui plutôt aux alentours de 59-60 ans. Globalement, le public féminin est plutôt dans le giron des primo-pratiquants et plutôt un cheminement en groupe ou avec des amis. Le public masculin fait plus partie d'habitués, on va dire, des chemins et réalise majoritairement son cheminement en solo. Au niveau de la composition des groupes, lorsqu'ils sont observés, eh bien, dans la moitié des cas, le groupe de cheminants, c'est un solo. Donc ce n'est pas un groupe, c'est une personne seule, c'est une caractéristique très forte des chemins. Dans la majorité des cas, un cheminement se pratique seul ou seul. Lorsqu'un groupe est identifié, c'est majoritairement des regroupements d'amis, avec un nombre moyen d'un petit peu plus de 3 personnes par groupe. Les couples pèsent, eux, un peu moins d'un cheminant sur 5, et on peut noter que les familles sont finalement assez peu représentées, moins de 10% des cheminements, et la présence d'enfants de moins de 15 ans est très faible, un peu plus de 2% des groupes observés comptent des enfants. Au niveau de l'activité professionnelle, enfin, départ égal entre les actifs et les retraités dans le public des chemins de Compostelle, mais qu'ils soient encore en activité ou en retraite, les professions les plus représentées sont clairement les cadres supérieurs et les professions libérales avec quasiment 40% des pratiquants. Au niveau des activités professionnelles, les données ne font pas apparaître de variations significatives en fonction des voies empruntées. L'âge par contre est en toute logique assez discriminant, il fait apparaître des disparités logiques, par exemple 80% des cheminants de moins de 25 ans sont des étudiants. Finalement, on note une différence intéressante au niveau des sexes. 51% des femmes sur les chemins sont en activité, alors que 54% des hommes sont eux à la retraite. Intéressons-nous maintenant au cheminement à lui-même, et notamment, dans un premier temps, la voie ou les voies empruntées par les cheminants. Alors, si toutes les personnes enquêtées ont bien sûr cheminé sur un chemin en France, c'était l'objectif de cette étude, on note déjà qu'une personne sur 5 a également cheminé hors de France, et dans ce cas-là, à 95% en Espagne.
Si on se concentre sur les cheminements en France, donc, sans surprise, hein, et comme le confirment les chiffres de fréquentation observés par ailleurs, la voie du Puy concentre plus d'un cheminant sur deux. De loin devant la voie d'Arles, par exemple, avec 13% des cheminants, la voie de Vézelay avec 12% ou la voie de Tours avec 10%. La voie du Puy confirme donc un effet type Tour Eiffel, avec un taux de pratique de 55 à 65% pour les personnes qui pratiquent les chemins pour la première fois. Par contre, pour les multipratiquants, on observe de la découverte d'autres voies. Et ça profite principalement, par exemple, à la voie d'Arles et à la voie du Piémont pyrénéen. Selon que l'on est en activité ou à la retraite, les voies usitées sont dans la norme observée, avec toutefois une propension un peu plus forte des publics en activité sur la voie du Puy, et une propension plus forte, par exemple, des publics retraités sur la voie d'Arles. On note que, globalement, les étrangers ont un comportement plus éclaté en matière de voies utilisées, avec des taux plus élevés que ceux des Français sur la voie d'Arles, et surtout sur la voie de Vézelay. Au niveau des départements les plus fréquentés, bien, en toute logique, c'est celui des Pyrénées-Atlantiques qui a les chiffres de fréquentation les plus élevés, et ce chiffre s'explique par la double position de ce département, à la fois point d'arrivée pour de nombreux cheminements réalisés en France, et à la fois point de départ pour beaucoup de cheminements vers l'Espagne. L'impact de la voie du Puy comme principale voie utilisée se fait clairement sentir sur les départements traversés, avec une épine dorsale constituée par le triptyque Haute-Loire, Lozère, Aveyron, et qui est d'ailleurs triptyque qui est encore plus marqué sur les primo-pratiquants. La transversale sud-ouest, constituée par les départements Lot, Tarn, Haute-Garonne, Gers, est également représentative d'un fort usage par les cheminants, là aussi encore plus marqué par les primo-pratiquants. Le binôme Landes-Pyrénées-Atlantiques se caractérise par une surreprésentation des cheminants étrangers, souvent identifiés d'ailleurs comme un démarrage sur cette zone pour un cheminement réalisé en Espagne. Au niveau des régions, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes confirment leur positionnement très fort pour les pratiquants des chemins de Compostelle, avec des titres différents. Auvergne-Rhône-Alpes se positionne principalement comme un point émetteur, la Nouvelle-Aquitaine plutôt comme un point récepteur, et l'Occitanie brasse la plus grande partie des cheminants. On peut retenir que 3/4 des cheminants sont à un moment donné passés en Occitanie au cours de leur cheminement. Toujours pour continuer sur ce cheminement, des caractéristiques un petit peu. À quel moment il a été réalisé, quel temps moyen consacré à un cheminement complet, et la distance parcourue par jour. Alors, à quel moment le cheminement a été réalisé? Alors, déjà pour l'analyse de ces chiffres, il faut retenir que l'impact Covid est à prendre en compte pour l'analyse, bien sûr. Il a pu influer sur les périodes de pratique déterminées, bien que le dispositif d'enquête ait été adapté en conséquence. Mais toutefois, il faut tenir compte, bien sûr, de cet impact Covid. Comparé à d'autres analyses de fréquentation touristique classiques, on ressent globalement un haut niveau d'activité sur les chemins de mai à septembre inclus, et cela sans grande disparité d'ailleurs entre les différentes régions traversées ou les voies empruntées. Il y a quelques différences qui apparaissent avec un comportement un petit peu plus estival, une prédominance de la pratique au mois d'août par exemple pour les clientèles étrangères ou pour les femmes cheminant toutes seules. Il y a un comportement encore plus estival par exemple pour les publics en activité professionnelle, concentré fortement sur juillet et sur août. Et en effet contraste, les publics retraités qui sont surreprésentés sur le mois de septembre, mais qui sont également très fortement présents sur les mois de mai et juin. En termes de composition de groupe, si les solos sont assez bien répartis du printemps à l'automne, surtout les hommes d'ailleurs, les femmes étant un petit peu plus concentrées sur l'été, on remarque que les cheminements en couple se font plutôt l'été et ceux entre amis plutôt sur l'automne. Au niveau du temps moyen consacré à un cheminement, et comparé à d'autres produits touristiques, même ceux orientés sur l'itinérance, un cheminement sur les chemins de Compostelle est carrément un produit long, avec une durée moyenne de quasiment 28 jours et un pratiquant sur 3 qui consacre entre 1 et 2 semaines, les chiffres de temps moyen sont clairement très élevés. Alors des disparités apparaissent entre les voies.
La voie du Puy, par exemple, a une durée moyenne parmi les plus faibles, aux alentours de 21 jours, mais reste tout de même assez proche et toujours assez élevée. Il y a bien sûr des variations très fortes selon les modes de pratique, selon que l'on le fait à pied, à vélo, en VTT, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. À retenir tout de même sur ce temps consacré au cheminement qu'il y a que c'est une moyenne et que cette moyenne, elle cache des disparités très fortes finalement. Des disparités entre sexes tout d'abord. Les durées moyennes pour les femmes par exemple sont plutôt situées autour de 22-23 jours, alors que pour les hommes on passe à 32-33 jours. Il y a des disparités également au niveau des nationalités avec un écart très important entre les Français qui sont plutôt aux alentours de 26 jours en moyenne et les étrangers qui sont plutôt aux alentours de 39 jours en moyenne. De la même manière, l'activité, le type d'activité professionnelle influe beaucoup sur le temps consacré au cheminement. Les personnes en activité, par exemple, sont dans une moyenne de 18-19 jours, les étudiants 25 jours, les retraités 30 jours, les personnes sans emploi 42-43 jours. Et en fait, les plus grandes disparités sont liées finalement au type de groupe. Les solos sont ceux qui ont les temps de cheminement les plus longs, avec une moyenne de 34 jours, et à l'autre extrême, les personnes qui sont en groupe organisé sont plutôt sur des durées de cheminement très courtes, aux alentours de 12 à 13 jours. Les kilomètres parcourus chaque jour en moyenne, eh bien, ces distances quotidiennes moyennes sont très importantes, ce qui confirme ce côté un petit peu exclusif et introspectif de la démarche du cheminement, où avancer reste souvent l'objectif premier. Ces distances moyennes élevées subissent peu de variations selon la nationalité ou les professions des publics. Le sexe, par contre, a une incidence. Les femmes ont une moyenne aux alentours de 24 km par jour, les hommes sont plutôt sur 27-28. L'âge du pratiquant influe également. Plus on est jeune, plus on pratique des distances longues, mais cette différence sur les âges n'est pas observée dans des proportions très importantes. Les variations les plus importantes sont logiquement observées en fonction du mode de déplacement, bien sûr, avec en gros 25 km par jour effectués par une personne cheminant à pied, et ce chiffre qui passe à 65 km par jour pour une personne cheminant à vélo. On note également que les distances parcourues tous les jours baissent en proportion du nombre d'enfants présents dans le groupe, et dès que les enfants sont présents, on tombe sur des distances très rapidement inférieures à 20 km par jour. Enfin, selon les voies pratiquées, les distances moyennes varient également. Les distances les plus longues sont observées sur le chemin du littoral avec plus de 30 km par jour, ou la voie de Tours, à peu près pareil, 30 km par jour. Les plus courtes plutôt sur la Via Garona ou la vallée du Célé, où on est plutôt sur des distances moyennes de 22 km par jour. Mais dans tous les cas, ces chiffres élevés éloignent le produit des chemins de Compostelle de notions de balade ou de promenade et le rapprochent clairement de notions de défi et de dépassement de soi. Alors intéressons-nous maintenant au mode de déplacement utilisé, aux outils utilisés pour se guider et éventuellement aux services payants auxquels il peut être fait recours pendant son cheminement. Sur le mode de déplacement utilisé, en toute logique, le mode de déplacement à pied est ultra majoritaire. Nous sommes sur un produit complètement positionné, inscrit dans les imaginaires comme se pratiquant en mode randonnée. Ce point apparaît d'ailleurs sans distinction de sociotype, de voie ou de région de pratique. Les publics à vélo restent toutefois intéressants à observer, étant donné que cette pratique est en plein essor dans la vie quotidienne de millions de personnes. On note d'ailleurs à ce titre que la région Centre-Val de Loire a des taux d'utilisation du vélo pour un cheminement 2 à 3 fois supérieurs à celui observé sur les autres régions. Cela se ressent également au niveau des deux voies les plus utilisées par les cheminants à vélo, qui sont la voie de Vézelay et la voie de Tours. Enfin, la plus grande disparité dans les modes de déplacement est observée entre les Français et les étrangers étant beaucoup plus utilisateurs du vélo que les Français. 7% des étrangers cheminent sur les chemins de Compostelle en France à vélo, 7% pour les étrangers, donc contre simplement 1% pour les Français. Au niveau des outils de guidage utilisés, eh bien, 92% des pratiquants utilisent au moins un outil de guidage dans leur cheminement. Un outil papier dans 3/4 des cas, ou un outil numérique dans 45% des cas. Très souvent les deux d'ailleurs. Les topoguides sont les outils les plus utilisés par les Français, alors que les étrangers utilisent prioritairement des cartes sur smartphone.
Ces usages d'ailleurs sont assez peu sensibles à l'âge ou à la profession des cheminants, même si les retraités utilisent clairement moins les outils numériques que les autres. Des spécificités apparaissent selon les voies empruntées, une sous-représentation des outils numériques sur la voie du Puy par exemple, et une surreprésentation de ces derniers sur les voies de Tours, de Vézelay ou le chemin des Allemands. A noter enfin sur ces outils de guidage que les cheminants à vélo sont de très forts utilisateurs des outils de guidage numériques. Au niveau des recours à des services payants pendant le cheminement, eh bien dans les 3/4 des cas, les cheminants sont en totale autonomie et ne font appel à aucun service payant pendant leur cheminement. Ce taux d'autonomie totale passe d'ailleurs à 86% pour les cheminants solo, et plus faible pour les femmes, 67%, que pour les hommes, 84%. Lorsqu'il est fait appel à des services payants, on retrouve tout d'abord le portage des bagages, puis tout ce qui touche au secteur des transports, navettes, bus, trains. Plus des cheminants sont en groupe et plus ils font appel à des services payants. 62% des cheminants en groupe organisé font appel à des services payants. Globalement, les Français font un peu plus appel à ces services, 26% d'entre eux, que les étrangers, seulement 17%. Et à noter finalement qu'une vraie spécificité apparaît sur ce point sur la voie du Puy, avec un cheminant sur 3 qui fait appel à un service payant, 23% d'entre eux par exemple pour le portage des bagages, chiffre que l'on ne retrouve sur aucune autre voie observée en France. Au niveau des activités pratiquées en chemin, et en comparaison avec des publics touristiques plus classiques, eh bien, les taux de pratique, d'activité, de visite ou de participation à des manifestations au cours d'un cheminement sont globalement assez faibles. Un quart des cheminants déclarent même avoir pour principal objectif de marcher et d'atteindre l'étape suivante, pas forcément de s'arrêter en chemin pour faire quelque chose. Mais lorsque ces pratiques hors marche sont observées, elles concernent très majoritairement des visites de monuments et des achats de produits locaux. Ce comportement est observé de manière similaire entre les Français et les étrangers, et de manière également similaire selon les voies utilisées. Il évolue quelque peu en fonction de la composition du groupe. Les couples et les groupes d'amis sont visiblement plus enclins que les autres à ces pratiques annexes à la marche. Retenons enfin un dernier point, c'est que les solos, de leur côté, sont clairement ceux qui ont le moins recours à ces services ou à ces activités ou à ces visites. Et ils se concentrent vraiment sur leur marche et l'avancement de leur cheminement. Au niveau maintenant des hébergements utilisés pendant le cheminement, eh bien, globalement, les gîtes d'étape et les haltes compostellanes représentent très largement d'ailleurs la majorité des hébergements utilisés, mais cette donnée subit des variations très fortes selon les typologies de public. Par exemple, si les cheminements sur la voie du Puy sont dans cette norme, par exemple, c'est moins le cas sur la Via Garona, par exemple, sur le chemin du littoral ou même le chemin du Piémont pyrénéen. Il y a donc des variations sur ces utilisations d'hébergement selon les voies, clairement sans doute en raison d'une offre d'hébergement très différente selon les voies dont on parle. Les plus fortes variations observées sur les utilisations d'hébergement concernent l'âge des pratiquants et la composition des groupes. Par exemple, les chambres d'hôtes ont des taux de recours élevés, plus de 45% pour les couples, mais également pour les familles, un petit peu moins, 35%. Au niveau des âges, les publics de plus de 55 ans sont plus utilisateurs que les autres des gîtes d'étape et des gîtes compostellanes. Les moins de 35 ans ont beaucoup plus recours que les autres au bivouac ou au camping sauvage, 30% d'entre eux. Ils utilisent également d'ailleurs des campings plus classiques et l'hébergement chez l'habitant. Ce dernier point d'ailleurs du recours au bivouac ou au camping sauvage est assez exacerbé sur les publics d'étudiants. Au niveau de la réservation de ces hébergements, bien, le comportement le plus usité est la préparation maximale, avec une réservation à l'avance des hébergements pour l'ensemble du parcours. On note que ce point est surtout marqué sur les cheminements effectués sur la voie du Puy.
Et ça tire donc la moyenne vers le haut vu le poids de cette voie. En effet, sur les autres voies, la tendance est plutôt à une réservation de la veille pour le lendemain. Ce comportement, je réserve tout à l'avance, est plus marqué sur le public féminin, 47% d'entre elles, que sur le public masculin, seulement 29% d'entre eux. Sur le public masculin, le comportement le plus observé est une réservation de la veille pour le lendemain. Logiquement, plus le nombre de personnes augmente dans un groupe et plus les enfants sont présents, plus le recours à tout réserver à l'avance est utilisé. 2 familles sur 3, par exemple, réservent tout à l'avance. A noter tout de même que plus d'un cheminant sur 10 ne réserve jamais rien et compte s'arranger au dernier moment lors de son arrivée sur une étape. Ce taux passe d'ailleurs à quasiment 30% qui ne réservent rien sur les publics de moins de 35 ans, pour qui donc la place à l'improvisation est importante. Au niveau des difficultés éventuellement rencontrées par rapport aux hébergements, eh bien, plus de 4 cheminants sur 10 ont eu des difficultés ou une difficulté pendant leur cheminement par rapport à un hébergement, toujours principalement dû soit à des carences d'offres, soit à un manque de places libres. Ces résultats sont bien évidemment très variables d'une voie à l'autre et d'une zone géographique à l'autre, car ils sont intrinsèquement liés à l'offre d'hébergement présente sur ces zones géographiques. Sur la voie du Puy, par exemple, le manque de places libres est souligné par 2/3 des cheminants. Ce n'est pas le cas sur les autres voies. Sur la plupart des autres voies, lorsque des difficultés d'hébergement sont signalées, elles touchent plutôt un manque d'hébergement. Le chemin de Cluny, le chemin des Allemands ou le chemin de Conques à Toulouse, par exemple, sont signalés à plus de 80% sur ce point. Les résultats sur ces difficultés rencontrées sont finalement assez similaires sur les autres critères d'analyse, le sexe, l'âge, etc. Mais globalement, ils sont le plus souvent relevés dès que le nombre de personnes dans le groupe augmente. Intéressons-nous maintenant aux dépenses quotidiennes. Les dépenses et les budgets et les dépenses que vous voyez sur cet écran concernent uniquement les dépenses réellement et uniquement réalisées pendant le cheminement. Elles excluent donc les frais éventuels de transport pour venir à un point de départ ou pour retourner à son domicile. On se concentre donc ici sur les données de dépenses réalisées pendant le cheminement sur les territoires traversés. Alors avec un budget quotidien moyen de 45,4 € par personne, les dépenses des cheminants sont plutôt dans la moyenne basse des dépenses touristiques généralement observées. Le principal fait marquant est que ces dépenses sont concentrées à plus de 90% sur 2 postes vitaux, dormir, manger. Ce point est observé sur tous les publics d'ailleurs. Il n'y a quasiment pas de dépenses superflues ou annexes observées, quels que soient les publics que l'on observe. On note que le budget quotidien moyen des cheminants étrangers est plus élevé que celui des Français. Un petit peu plus de 49 € par jour et par personne pour les étrangers, plutôt aux alentours de 44 € pour les Français. Au niveau des voies, des disparités sont notées également avec la voie du Puy ou la vallée du Célé, où l'on relève les budgets quotidiens les plus élevés, supérieurs à 48 € par personne, contre par exemple la voie de Vézelay ou la voie de Tours, où là les dépenses observées sont inférieures à 38 € par personne. A noter que les cheminants en couple sont ceux qui dépensent le plus de 51 € par jour et par personne, et qu'il y a une différence bien sûr notable au niveau des tranches d'âge. Les moins de 35 ans ont une dépense moyenne très basse, en gros 30 € par jour et par personne, contre 50 € pour les plus de 65 ans. Et une analyse plus fine de cet écart de dépenses entre les moins de 35 ans et les plus de 65 ans montre que cela est principalement dû à cause du budget hébergement, qui est très faible chez les moins de 35 ans, entre 15 et 18 € par nuit et par personne consacrés à l'hébergement pour ces publics-là. Au niveau du budget total consacré au cheminement, et malgré des dépenses quotidiennes assez faibles et spartiates, 45,4 € par jour et par personne, pour rappel, bien, le fait qu'un cheminement soit un produit long, avec un temps moyen de 25 à 30 jours, induit au final un budget important, supérieur en moyenne à 1150 €. 1000 € pour les Français et 1700 € pour les étrangers. Parmi les types de groupes, on remarque que ce sont les solos qui ont finalement le budget total le plus élevé, un petit peu plus de 1300 € en moyenne, principalement
car ce sont ceux qui ont les durées de cheminement les plus importantes. L'autre élément très impactant sur le budget total est la part consacrée à l'hébergement. En moyenne, elle représente 60% du budget total, alors que la nourriture représente 30%. Ce point se ressent au niveau de l'âge des cheminants. Les plus de 65 ans ont un budget total d'environ 1 400 €, même 1 500 € pour les solos de plus de 65 ans, contre seulement 800 € pour les moins de 35 ans, et ce, là aussi, principalement en raison de la dépense consacrée spécifiquement aux hébergements. Au niveau de la satisfaction maintenant, les 3 critères ont été analysés au niveau de la satisfaction. Tout d'abord, la satisfaction des cheminants pendant la journée, pendant qu'ils marchent sur les chemins, puis lorsqu'ils traversaient une ville, un village, un bourg, et puis enfin au niveau de leur hébergement. Tout d'abord, le ressenti en marchant sur les chemins. Alors bien sûr, les critères analysés étant en relation avec les chemins pratiqués, ils varient assez fortement d'une voie à l'autre. La voie du Puy, la vallée du Célé, par exemple, obtiennent des notations supérieures à la moyenne. Et à l'inverse, la voie d'Arles, de Vézelay ou de Tours obtiennent plutôt des notations un peu inférieures. Mais malgré ces différences d'une voie à l'autre, des tendances fortes apparaissent. Les notions de beauté des paysages, de qualité de l'environnement traversé constituent le gros point positif de l'expérience vécue sur les chemins. A noter que la sécurité des biens et des personnes est très bien notée, surtout par le public féminin, pour qui c'est un critère très important. Globalement également, la qualité des chemins pratiqués, le balisage et la signalétique sont bien évalués par les pratiquants. Des défauts et de l'insatisfaction vécue par rapport à la couverture de réseaux de téléphonie et la possibilité de se connecter à Internet pendant la journée sont signalés. Et enfin, le plus gros point d'insatisfaction lors d'un cheminement dans la journée sur les chemins concerne des carences en aménagement basique sur les chemins, comme des points d'eau, des WC, des bancs, des lieux pour se reposer ou pouvoir manger un petit morceau. Toujours au niveau de la satisfaction, mais maintenant au niveau des villes, des villages traversés, des bourgs traversés. Bien, les bourgs situés sur la voie du Puy obtiennent les meilleurs résultats de satisfaction, avec des notes supérieures à la moyenne sur tous les critères analysés. Et plus globalement, d'ailleurs, la zone de la région Auvergne-Rhône-Alpes tire son épingle du jeu sur ce point d'analyse. Toutefois, globalement, aucun des critères analysés ne dépasse la barre des 3,5 points, qui est pour nous une barre habituellement significative d'un très beau niveau de satisfaction lorsqu'on note sur 4. Le meilleur critère concerne l'accueil fait aux cheminants par les populations locales, quasiment à égalité avec la diversité de l'offre touristique rencontrée. Les points d'insatisfaction se concentrent sur la présence ou la facilité d'accès à certains services que le cheminant s'attend forcément à trouver dans une ville ou un village. À ce titre, l'insatisfaction la plus notable concerne la difficulté à trouver des commerces ouverts et ou simplement des endroits ou des moyens pour se restaurer rapidement. A noter que les difficultés pour se connecter à Internet sont également notifiées lors d'une traversée d'une ville ou d'un village. Enfin, dernier point analysé au niveau de la satisfaction, bien, ce sont les hébergements utilisés. Parmi tous les critères de satisfaction analysés, ce sont d'ailleurs ceux-là, ceux liés aux hébergements, qui obtiennent les meilleurs résultats, avec toutes les notes supérieures à 3 points. Une certaine homogénéité de ces notations est à noter entre toutes les voies, à 2 exceptions près. La voie d'Arles est un peu mise à l'index, avec des notes inférieures à la moyenne sur tous les critères analysés pour les hébergements, alors que la vallée du Célé, par exemple, obtient des résultats supérieurs à la moyenne. Globalement, l'accueil dans les hébergements est particulièrement apprécié, ainsi que la sécurité ressentie dans ces lieux.
On note un fait très apprécié qui est de pouvoir y recharger ses appareils électroniques lors de ces haltes et des nuits passées. Les critères les moins bien notés concernent la possibilité de se connecter à Internet, le rapport qualité-prix et la restauration proposée, mais globalement, même ces critères restent bien notés et donc malgré tout plutôt bien appréciés. Finalement, on note que la possibilité de se connecter à Internet, ou l'impossibilité parfois de se connecter à Internet, revient une nouvelle fois, comme on l'a vu sur les critères précédents sur les chemins, et même dans les villes et villages traversés, ce qui pousse, bien sûr, à avoir une attention toute particulière sur ce point de connexion. Enfin, et pour terminer, deux éléments. Le ressenti global, un petit peu, sur l'intention éventuellement de repartir sur les chemins et l'intention ou pas de revenir sur des territoires à traverser pour passer des vacances. Premier point, l'intention de repartir sur les chemins. Mais au final, on a un taux de satisfaction global qui est très très élevé, qui n'a pas d'ailleurs de différence notable entre les publics, âge, profession, type. Et ce niveau de satisfaction très élevé induit qu'on a des intentions de retour très fortes. C'est un point très significatif, même si quelques accros ou quelques soucis peuvent émailler un cheminement, la promesse faite initialement pour répondre aux raisons profondes, aux motivations profondes du cheminement, cette promesse, elle est largement tenue finalement. Cela induit un taux de fidélisation très fort, des intentions de retour sur les chemins très importantes, et sans doute un effet de prescription majeur auprès de futurs cheminants. Avec 90% d'intentions de retour sur les chemins, à plus ou moins moyen terme ou long terme, le niveau de fidélisation est très fort. Il augmente au fur et à mesure que l'on pratique d'ailleurs. Ce taux de fidélisation ou d'intention de retour est en effet plus élevé chez les multicheminants que chez les primo-cheminants. Logiquement, le public des étrangers est celui qui émet le plus de doutes quant à un retour éventuel sur les chemins. 20% se posent la question contre seulement 10% des Français. Ce qui est assez logique pour des étrangers, c'est bien sûr plus compliqué d'un point de vue purement logistique de revenir. Enfin, dernier point, c'est revenir sur un territoire à traverser pendant son cheminement, mais y revenir en vacances. Eh bien, dans près de 90% des cas, les cheminants envisagent de revenir en vacances sur un lieu découvert ou traversé pendant leur cheminement. C'est un chiffre très fort, et on note même que 30% des cheminants ont une position très nette et affirmée sur la question. Ils ont déjà identifié et ils ont répondu à l'enquête disant qu'ils savaient déjà précisément où ils reviendraient en vacances. C'est un chiffre très élevé, ce 30%, et très positif en termes d'attractivité territoriale créée. Un enjeu apparaît sur les 58% de cheminants prêts à revenir en vacances, mais pas encore tout à fait décidés. Dans cette tranche, une différenciation très nette apparaît au niveau des âges. Plus ils sont jeunes, plus leur niveau d'indécision augmente. Et inversement. Il y aura donc, pour éclairer ces chiffres-là, par exemple, 70% des moins de 25 ans sont indécis quant à un retour en vacances, contre seulement 50% des plus de 65 ans. Il y aura donc sans doute un enjeu à travailler certaines de ces personnes identifiées pendant leur cheminement pour leur donner envie, a posteriori, de revenir sur certains territoires à traverser, mais à ce moment-là, plutôt en mode vacances. Voilà pour cette présentation synthétique et générale de l'étude 2021 des publics des chemins de Compostelle en France. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite à vous rapprocher de l'Agence française des chemins de Compostelle, dont vous avez les coordonnées ici, si vous souhaitez bien sûr obtenir des résultats plus détaillés ou davantage d'informations sur cette opération. Merci beaucoup.